Oui, faut pas être timide. Faut dire, faut s'exprimer là. Je veux entendre les vibrations, moi. C'est quoi? On parle comme si y a pas de mauvaise note là. Hein. Tu te trompes. Si tu te trompes, je vais te dire que tu t'es trompé. C'est pas grave. Alors, je t'écoute. Ah bon, parce que pour toi, ça suffit. Ok, bon, d'accord. Donc, Matt, le paradigme égyptien, on va donc avancer. Je vais te dire ce que c'est qu'un paradigme tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradigme? Un paradigme, c'est la représentation du monde, la manière de voir les choses, le modèle cohérent de pensée, de vision du monde qui repose sur une base définie, sur un système de valeurs. Ok, c'est ça, Maat, pour les Égyptiens. C'est leur paradigme, c'est-à-dire la représentation du monde, la manière de voir les choses, le modèle cohérent de pensée, de vision du monde qui repose sur une base définie, sur un système de valeurs. Il faut savoir que chaque peuple, chaque civilisation, entre guillemets, a un paradigme. Parce qu'on ne peut pas déployer les arts, une forme de connaissance sans avoir un paradigme. C'est toujours un point de vue. Donc, il n'y a rien d'universel en tant que tel, quoique les Égyptiens aient eu cette prétention, parce qu'eux, ils basaient naturellement leur paradigme sur l'observation de la nature, sur l'univers, ce qui est de fait universel, si on prend pour référent l'univers. Mais dans les époques qui sont les nôtres, on peut considérer que l'humanité, voilà, ne manifeste pas d'un progrès particulier parce que on observe aujourd'hui les conflits qui habitent le monde. Et bien, c'est dû au paradigme des peuples des uns et des autres. C'est à cause de ça qu'il y a ces chocs parce qu'on ne voit pas les choses de la même manière et voilà, ça crée des conflits. Ce qui est l'inverse de ce que peut être Mahat, car Mahat a une autre vocation. On va le voir tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'un paradigme? Je t'écoute. Oui, tu peux lire. Il n'y a pas de problème. Super. Sur un système de valeurs. C'est très important. OK? Donc, voilà ce que c'est qu'un paradigme. Et le paradigme des anciens Égyptiens, c'est ce qu'ils ont appelé math, mais on le verra tout à l'heure, en fait, c'est le paradigme des peuples éthiopiens d'une manière générale. OK? Bon. Ceci étant dit, voici la graphique qui va nous occuper. Comme j'ai dit aujourd'hui, euh, cette communication, ce webinaire va essentiellement porter sur la lecture des graphies. C'est pour ça qu'il ne va pas être très long, parce qu'on peut parler de maths pendant des heures, pendant des mois, pendant des années, sans épuiser le sujet. Il faut bien comprendre qu'on parle ici d'une civilisation qui a duré au moins 3 millénaires, sinon davantage, puisqu'elle venait d'Éthiopie. Les Éthiopiens sont plus anciens, c'est certain. Donc, on va se limiter à la graphie pour comprendre ce qu'ils disent. Ok? Donc, c'est une graphie qui est translittérée, c'est-à-dire qu'on attribue des valeurs alphabétiques aux signes gravés. Que tu vois ici, aux signes que le scribe dessine, on attribue des valeurs. Donc, elle se lit en égyptologie Maat. C'est pour ça qu'on dit Maat, parce que c'est une convention égyptologique à la base. Elle se traduit de plusieurs manières. Donc, ici, j'ai pris les sens, tous les sens en fait. Euh, Vérité, rectitude, droiture, justice, justesse, gestion ordonnée, parfois on rajoute harmonie, équilibre, etc. Mais voilà le domaine sémantique dans lequel évolue ce concept, appelé donc Mahat par convention. Ok? Ici, est-ce que tu as des questions en observant ceci? Bon, peut-être que oui, mais est-ce qu'il y a des questions d'ordre, j'allais dire, général? Est-ce que... non, de ce que je viens de dire. Parce que ça, c'est le paradigme des Égyptiens. C'est bien important de comprendre que voilà leur paradigme. La vérité, la rectitude, la droiture, la justice, la justesse, la gestion ordonnée. C'est ça le paradigme éthiopien. C'est ça le paradigme de ce qu'on appelle ici les anciens Égyptiens. Donc, d'une manière générale, est-ce que il y a une... Parce qu'on peut faire beaucoup de commentaires, ne serait-ce que sur cette base-là, mais on ne va pas être long. Je voulais juste savoir si toi, tu avais des préoccupations particulières déjà avec cet énoncé. C'est ça, en fait. Où tout va bien. Parfait. OK. Donc, la graphie représente quoi? Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois?
Oui, oui, on peut considérer cela comme une estrade. En fait, ce signe particulier qu'on ne sait pas définir peut avoir deux affectations, soit une plateforme, soit une section de règles. Donc, la règle pour tracer, hein. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. L'égyptologie admet les deux et on voit. Et en fait, cela ne pose pas de problème d'un point de vue métaphorique, car c'est la même idée qui revient, c'est le même vocabulaire que les langues africaines sollicitent pour rendre compte de cela. Donc ça ne pose pas de problème. Et maths est un système très, très complexe, hein. Donc ici, le déterminatif, c'est la plume. Il faut quand même savoir que ce qui est important, le déterminatif, ce qu'on appelle le déterminatif, donc ce que moi j'appelle le souverain du mot, c'est cette plume que tu vois. Et donc les signes qui viennent avant le déterminatif précisent simplement le registre dans lequel évolue euh, ce concept. On va comprendre de quoi il s'agit. Donc jusqu'ici, tout va bien. Parfait. Ok, alors il faut savoir que Maat a un géniteur. C'est-à-dire que Maat est venu dans le monde grâce euh, à un parent, en quelque sorte. Et son parent, son papa, si tu veux, c'est ce grand seigneur que l'égyptologie appelle Ra. Ok? Parce que Maat va naître. C'est une hypostase, on va le comprendre tout à l'heure, je vais t'expliquer dans le détail ce que ça peut être, hein, si c'est un mot que tu ne connais pas, bon, je vais l'expliquer. Mais Maat, elle va naître, donc elle n'est pas spontanée, elle n'est pas, elle a un moment de naissance en quelque sorte, identifié dans le corpus qu'on appelle la cosmogonie héliopolitaine, donc du nom d'une ville égyptienne que les Grecs ont appelée Héliopolis. Voilà pourquoi on dit héliopolitaine, hein, voilà. Bon, alors, donc, on va aussi traiter de cette graphie, parce que tu ne peux pas comprendre maths si tu ne comprends pas ça, si tu ne comprends pas ce que tu as sous les yeux ici, si tu ne comprends pas ce que c'est que cette divinité, entre guillemets, qu'on appelle Ra. Tu peux pas. Donc, c'est lui qui l'initie. Donc, il faut savoir que il y a une forme de relation intime, d'ailleurs, mais on va le comprendre tout à l'heure. Ok? Donc, voici ce que je peux dire hein, à propos de la naissance de Maat. La cosmogonie héliopolitaine, premier corpus philosophique et religieux attesté dans l'histoire de l'humanité, met en scène le dieu Ra, entre guillemets, et raconte comment ce dernier, surgissant du Noun, c'est-à-dire les eaux primordiales, va initier l'existant, autrement dit tout ce qui existe. Là, je résume. Les premières hypostases de Ra sont Shu, qui est vie, c'est ce que dit le texte des pyramides, et Tefnut, qui est Maat. Donc, c'est ce que dit le texte des pyramides. Donc, lorsqu'on dit Tefnut, c'est une convention, bien sûr, en égyptologie, mais il faut savoir que cette Tefnut, qui est la sœur, la parèdre de Shu, qu'on appelle Shu, le dieu qu'on appelle Shu, il faut mettre des guillemets partout, hein, parce que c'est des conventions. Mais c'est des mots que chacun comprend, donc c'est pour ça que j'utilise ces mots-là. Donc, Tefnut est Maat. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Donc, quand on parle de Tefnut, là, c'est Maat. Parce que dans le texte des pyramides, il y a une identification immédiate entre cette divinité qu'on appelle Tefnut et puis Maat. Alors, ici, quand je parle d'hypostase, l'hypostase, c'est la démultiplication de la divinité elle-même. Multiplication de sa propre personne pour produire des générations divines. Donc, il va créer, à la suite de la sortie du Noun, il va générer des générations divines, donc Shu, Tefnut, Geb, Nut, et puis Osiris, Isis, etc. Pour ça, c'est des choses qu'on connaît. Donc, la cosmogonie héliopolitaine le rappelle simplement. C'est pour ça que j'emploie le terme d'hypostase. Donc, l'hypostase, c'est la multiplication de sa propre personne sans perdre aucune partie, etc. Donc, c'est des choses qu'on pourra évoquer par ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas essentiel. Donc, c'est ça. Ce que moi, je veux que tu retiennes ici, c'est que Tefnut, c'est Maat. Il n'y a pas ici de différence. C'est les mots de l'égyptologie qui l'utilisent comme ça, mais tu vas comprendre dans les faits quand on va aborder les graphies. Bon, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parfait, ok. Donc, voici donc la graphie qu'on lit. Tefnut en égyptologie, ok? Mais tu sais que c'est Maat, je t'ai dit que c'est Maat, ok? Ben, c'est la graphie. Il y en a une autre qui remplace le filet d'eau par le vase qu'on appelle le vase Noum, mais la lecture est la même. Comme je n'ai pas l'intention de m'étaler là-dessus trop longtemps, et que de toute manière, je t'ai dit hein, que je suis en train d'écrire un livre très important en ce moment, qui reprend tout ça dans le détail pour montrer vraiment
Voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Ok, donc voici la graphie pour rendre compte du nom de cette déesse, entre guillemets. Elle est translittérée donc TF-Note, l'UTF-Note en français, et voici donc les idéogrammes qui permettent de la définir. Donc on va comprendre ceci pour comprendre ce que c'est que Maat. On va commencer par là, ok? Parce que ça c'est les débuts, c'est la première manifestation de Maat. C'est comme ça qu'elle apparaît dans le discours cosmogonique égyptien. Donc il faut comprendre ce qu'on est en train de dire ici pour déjà avoir une idée de ce que c'est que Maat. Bon, alors, le mot Tefnout ici, représenté, donc ce nom qu'on lit Tefnout, c'est une convention, je le rappelle, vient du verbe cracher, expirer, expulser en égyptien pharaonique, ici illustré. Donc ici, à gauche, tu as le nom de la déesse, à droite, tu as le verbe. Ce sont les mêmes graphies. Je veux que tu t'assures de ça. Hormis le déterminatif qui change, donc qui change aussi le sens, il faut considérer que les signes sont les mêmes. Est-ce que tu les vois comme moi? C'est bien important. Ok. Et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux décrire ce que tu vois? Oui, on va y venir. Absolument. Donc c'est ça. On a la galette de pain. En fait, c'est une vipère à cornes. Ok. Elle peut rejoindre parfois la limace, des mots de la limace, mais aujourd'hui je ne vais pas aller là-dedans parce que parfois ils sont des homonymes dans les langues africaines. Ça permettrait simplement de préciser certaines choses, mais aujourd'hui c'est pas essentiel. Considérons que c'est une vipère à cornes car c'est aussi juste de le dire de cette manière et on va le voir d'ailleurs. On va comprendre pourquoi. Et donc le filet d'eau. Donc ce sont les mêmes signes. Donc ça veut dire que dans les langues africaines, quand tu observes un phénomène comme ça veut dire que dans les langues africaines, le mot se prononce de la même manière. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut savoir que quand il y a les mêmes idéogrammes pour définir des réalités apparemment différentes, en tout cas différenciées d'après le déterminatif, mais le déterminatif ne doit pas t'inquiéter. Parce que ce qui fait la graphie, ce sont les idéogrammes qui précèdent le déterminatif. Donc ça veut dire que quand tu vas prononcer le mot, tu vas dire le même mot pour l'un et l'autre. Donc nous avons d'un côté la divinité qu'on appelle Tefnut, et de l'autre nous avons le verbe TFN, donc translittéré TFN, qui a pour sens cracher, expirer, expulser. Bon. Maintenant, je simplifie encore les choses parce qu'il faut vraiment aller au plus petit dénominateur commun pour construire. Tu vas voir. Donc, ce verbe-ci, on peut l'écrire d'une autre manière. On l'écrit parfois en éliminant le filet d'eau. Donc, on garde la galette de pain et la vipère à cornes. Est-ce que tu le vois comme moi? Parfait. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par cette forme simplifiée pour grandir, parce que ça permet de comprendre qu'est-ce que le scribe est en train de dire, en fait. Et tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand je dis que cette écriture est d'abord idéographique et qu'il faut comprendre que lire les lettres éthiopiennes se fait par une approche analytique, on va le comprendre. Parce que quand on considère que lire ceci, ça veut dire c'est TF, et on croit qu'on a lu la graphie, c'est bien pour les textes, parce que ça permet de passer à autre chose, et on croit, mais on n'a rien compris, on échappe complètement, c'est-à-dire la pensée symbolique de l'ancien égyptien. On va le voir. Donc je vais commencer par lire cette forme simplifiée, et ça va déjà nous donner une bonne indication, parce que si tu comprends ce que c'est que la vipère à cornes, ben, tu as déjà compris en fait même, parce qu'après ce n'est qu'un système d'homonymie qui va suivre. Donc, on va commencer par là. Donc la vipère à cornes, ici je l'ai encerclée en rouge, et je la distingue. Il faut savoir que dans le contexte, dans le texte égyptien, bon déjà elle est translittérée F, ok? On dit que c'est la lettre F. Mais dans le texte égyptien, elle a pour sens ils, ceux, sont, siens. Donc c'est un pronom. Hein? Ça peut être un adjectif, ça peut être un pronom, mais en tous les cas, on traduit ce signe ils, ceux, sont, siens. Ok? Bon, jusqu'ici on est d'accord. Parfait. Je vais prendre la langue bassa maintenant pour que tu comprennes ce qu'ils sont en train de dire. C'est là où les choses intéressantes commencent. En bassa, par exemple, pour dire son ou sien, on fait une déclinaison d'un même thème. Me, we, je, gwe, be, ie. Exemple, singi ie, son chat. Mais en bassa, pour dire la vipère, on dit pe. Est-ce que tu remarques quelque chose ici? Il y a le e. Pas seulement.
Quand je dis B pour dire son, c'est P, parce que le B se réalise en P au sein des langues africaines. Voilà pourquoi voilà pourquoi on te dit que c'est un système d'homonymie. On te dit que le signe qui représente une vipère signifie son, sien. Mais dans les langues africaines, tu as me, we, je, gwe, ambassa en tous les cas, b, ye, pour dire son, sien. Hein. L'accord varie en fonction comment dire, de la phrase, si on veut, mais c'est le même thème. La racine, c'est e. Oui, tu l'as tu as bien fait de le dire, c'est bien ça. Mais ambassa, la vipère, c'est p. C'est une variante de b. Hein, c'est le même mot. Bon, on est d'accord. Maintenant, pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on ne fait que des correspondances. Tu vas comprendre ce que le scribe est en train de dire. C'est extraordinaire. Prenons concept. Ambassade, quand tu dis mais, son, sien, c'est un homonyme de mais, vérité. Vérité. Donc, et n'oublie pas qu'on parle de maths ici. Tu vas comprendre quelque chose. Ambassade, quand tu dis gwe, son, sien, c'est un homonyme de gwe, naître. N'oublie pas que nous parlons de Teftoun, la naissance de Maat. En fait, c'est la naissance du monde. Ici, je vais plus insister sur l'aspect vérité, car c'est le sujet qui nous intéresse. Mais c'est beaucoup plus dense que cela. Dans les livres, je fais des développements beaucoup plus importants, c'est clair. En bassa, quand tu dis Ié, son, sien, c'est un homonyme de Ié, le feu. Le feu. Et il faut savoir que Maat, c'est tout ça à la fois. Ce n'est pas seulement la vérité, car ça, c'est ce qui est immédiatement, qui peut être immédiatement appréhendé, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ici, je ne parle même pas des autres pronoms. Ça, c'est les plus facilement identifiables, voilà, sans compliquer les choses. Mais voilà déjà comment on passe en fait de l'objet illustré, c'est-à-dire de l'idéogramme, au concept. Il suffit de le nommer. Quand tu dis mais en bas ça, tu dis aussi c'est la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que aujourd'hui, moi, je vais essentiellement me focaliser sur l'aspect mes vérités, essentiellement, parce que sinon ça va être long et bien honnêtement, on pourrait revenir, hein, on aura l'occasion d'y revenir ultérieurement. Donc c'est ça. Voilà pourquoi on utilise la vipère à cornes. Il faut savoir que c'est ça, c'est la base, c'est la base. Et tu vas comprendre pourquoi on va dire que c'est craché, etc. Tu vas le comprendre, bien sûr. Bon, voici ce que dit Théophile Obenga. Maintenant, pour comprendre qu'est-ce que retient l'histoire, qu'est-ce qui existe dans les langues africaines. Théophile Obenga dit ceci. Le T de Maat, le T qui termine Maat, marque du féminin grammatical en égyptien ancien, pharaonique, n'est pas toujours conservé en copte. Maat donne en copte mei, vérité. C'est le même mot que les Bassas utilisent en réalité. Tu comprends? Donc ça montre bien qu'il y a une relation ici relativement pertinente. Il en va de même pour apit, donc là il parle d'un autre terme qui se rapporte à la tête. Ces mêmes faits montrent que la disparition de ce T n'entraîne pas toujours en copte un allongement vocalique, une diphtongaison des éléments vocaliques. Voilà ce qu'il dit. Alors, cette note pour moi est simplement pour rappeler effectivement que mad ne se dit pas mat. Ah, voilà, ça c'est mais, c'est ça. En tout cas, du point de vue des coptes. Et c'est la forme qui est la plus répandue dans les langues africaines. On va parler un peu de la section dorée. Ambassa, son, sien, c'est me, we, je, gwe, be en fonction de l'accord. Ça, je l'ai dit. Mais la vipère, c'est p. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est que la section dorée? Je n'ai même pas posé la question. Ok, je vais te préciser ça tout à l'heure. En fait, c'est le nombre d'or. C'est ce qu'on appelle le nombre d'or. Est-ce que tu sais ce que c'est? Toi, tu as déjà entendu parler du nombre d'or. Ok. Tous les cas, ouais. Oui, on en parle assez souvent dans les arts représentant la sculpture, notamment la peinture, c'est très, 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 très représenté. Ça, c'est clair. Donc, la section dorée. Donc, la vipère maintenant, parce que le bassa a des variantes dans d'autres langues. Je prends ici les langues du Cameroun et puis du voisin. Les Fang sont au Cameroun, au Gabon aussi, notamment. Et en Guinée équatoriale. Donc, le bassa va dire P pour dire la vipère. Le boulou F pour dire la vipère. Le wondo Fi pour dire la vipère. Les tonnes P pour dire la vipère. Le Fang Fi, vipère cornue. Donc, c'est la vipère à cornes, en fait. Donc, c'est le même mot, ce ne sont que des déclinaisons du même mot au sein des langues éthiopiennes. Ok? Parce que le P devient un F, le E devient I, etc. On est d'accord là-dessus. Ok, super. Donc, pourquoi je dis ça? C'est à cause de ça.
Parce que ça, c'est la section dorée. La lettre phi, ça, c'est le nom de la vipère au sein des langues africaines. Et c'est ça qui est Maat dans les représentations, j'allais dire, de l'art, d'une manière générale, dans la mesure. C'est ça la section dorée, le nombre d'or. C'est de là que vient ce phi pour nommer cette lettre de l'alphabet grec, mais en réalité, c'est le nom de la vipère cornue et les Égyptiens déjà le savaient. C'est pour ça que les Grecs l'entretiennent dans leur alphabet pour illustrer la section dorée. Mais c'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Et je vais dire ceci pour information. La lettre phi de l'alphabet grec consacrée à la divine proportion, aux sections dorées ou nombre d'or, nombre irrationnel et unique, solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1, n'est pas autre chose qu'une expression figurative de Maat, qui est Tefnout, c'est-à-dire phi, la vipère, cornue. Cette section dorée vaut précisément 1 plus racine carrée de 5 divisé par 2, soit approximativement 1,61, etc., etc. Donc voilà, ça c'est des choses que tu rencontres dans la littérature. Et cette section dorée construit la spirale dite de Fibonacci, qui est très populaire, que beaucoup de gens ont déjà pu représenter. C'est une image très importante. Hein. Il y a l'illustration même de la spirale galactique en quelque sorte. Et dans la nature, on retrouve ces formes à de nombreuses occasions. À de nombreuses occasions, en fait. Voilà, c'est parce que la codification de la nature est faite à partir de cette section dorée. Donc les plantes, les gastéropodes, un certain nombre de choses. Hein. C'est des choses, bon, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ça, vraiment, tu trouves ça sans faire trop d'efforts hein, sur Internet. Les gens ont déjà, voilà, pu traiter de cela de plusieurs manières. Mais moi, ce que je veux faire ressortir ici, c'est le mot, le terme. L'analyse ensuite, bon, on peut la faire, c'est bien aisé. Il y a des livres là-dessus qui sont très, très poussés. Donc, maintenant, pour vous montrer que ce que je dis est vrai, ce que je dis est juste et que la lecture est effective, je vais prendre des exemples. Parce que maintenant, tu peux prendre le dictionnaire hiéroglyphique, tu vas faire ce que je fais là, tu vas lire toute la série qui se rapporte à Maat. Ça, c'est clair. J'ai dit que la graphie translittérée Maat dégage le radical hek, hega, heka. C'est le radical qui est dégagé. Hek, hega, hega, etc. Et on représente cette graphie avec un autre sens, parce que le déterminatif change, bien sûr. Le déterminatif devient donc le déterminatif de la marche. On translittère toujours de la même manière, ma, à partir de la section de règles, et on te dit que ça veut dire conduire, guider, diriger. Parfois, ils simplifient la graphie, ils mettent seulement la section de règles. La section de règles. Quelque chose d'extraordinaire. Et ils te disent que ça veut dire conduire, guider, diriger. Pourquoi ils le disent? Si tu parlais le bassa, tu le saurais déjà. Si tu parlais la langue bassa, tu saurais pourquoi ils font ça. Parce que en bassa, pour dire conduire, diriger, guider, on dit hega. Hega. Le radical, c'est hek. Hek, c'est le même mot. Pour dire le dirigeant, le guide, celui qui montre le chemin, niega. Niega. Pour dire le guide, le dirigeant, celui qui montre le chemin, en fait. Tu vois? Donc, ça, c'est la lecture de cette graphie. C'est-à-dire qu'il me suffit de savoir que la section de règles, le bâton en bassa, c'est kek. Pour dire mesurer, c'est hek. C'est ce qu'il représente ici avec le déterminatif de la marche. Pour savoir que c'est hega. C'est hega. Donc, en le faisant, ils le savent. Voilà pourquoi les mutations phonétiques sont importantes. Voilà pourquoi il faut comprendre la pensée cérébrale. Voilà pourquoi les idéogrammes sont importants. Quand on te dit que c'est ma, nulle part on ne dit ma en Afrique pour dire conduire, diriger, guider. Nulle part. Mais l'égyptologie l'admet parce que c'est une convention et certains s'en gargarisent. Tu comprends? Mais, puisque moi je sais que c'est une section de règles et que pour dire mesurer en bassin on dit hek, pour dire le bâton on dit kek, pour dire etc. la règle on dit kek. Donc je dis bâton à mesurer, c'est kek. Je dis que c'est le radical, c'est reg, donc c'est rega. Conduire, guider, diriger. Niega, dirigeant, guide, celui qui montre le chemin. Tu vois? Ok. Est-ce que tu as des questions ici? Est-ce que tu vois la relation que j'établis et pourquoi la lecture est effectivement cela? Et l'uréus, c'est ça. Hein? C'est donc un serpent dressé. Tout cela, on va voir ça dans le courant de ce mois. Pourquoi c'est... Parce que uréus vient du grec uraos, qui veut dire caudale. Donc en relation avec le dos. Je vais montrer pourquoi. Car ce n'est pas évident ici. Quand tu vois, tu ne peux pas comprendre. Mais il y a une relation avec les hiéroglyphes même. Mais
On va l'aborder dans le détail ultérieurement. Tout ceci pour rappeler simplement ceci. Ambassa, Niega, le dirigeant, le guide, c'est ce qu'ils appellent le pharaon. C'est ça. Yega, être porteur d'un fétiche protecteur. C'est ce qu'il porte sur le front. C'est ça, le Yek, protection magique. En tigrinya, langue du côté de l'Éthiopie, on va dire Négas pour dire le roi ou l'empereur. En Amérique, en Guèze, ils disent Négus. C'est ça. Mais le Bassa va dire Niega, le dirigeant, le guide, celui qui montre le chemin, celui qui montre la voie. Hein? Donc, il y a une relation ici. Bon, ce sont les mêmes termes. Certains diront Négas, etc. Mais c'est le même terme. Et cet Uréus paraît avec le nom même de cette divinité qu'on appelle Ra, c'est le soleil avec un Uréus. C'est Niega, c'est-à-dire celui qui montre le chemin, celui qui montre la voie, naturellement, bien sûr. Ok, est-ce que tu as des questions ici? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu vois comment la lecture se met en œuvre, comment les choses se déploient? Ok, super. Autre exemple, je crois que je sais pas, je pense que c'est l'un des derniers, sinon le dernier, il faut quand même passer à autre chose. Voici une graphie intéressante. On te dit que elle s'écrit avec le thème de maths, c'est-à-dire la faucille, le bras, la section de règles, avec un déterminatif qui est le panache de l'oiseau, donc la tête de l'oiseau avec son panache. On translitère tepma. C'est comme ça qu'on te dit que ça se lit. Ça veut dire accompagnant, escortant, à côté d'eux. Celui qui est accompagnant, escortant, à côté d'eux. C'est ce qu'on te dit. Ok. Bon. Quand tu prends les langues africaines, en bas ça, le panache, ce qui est dessiné là, le déterminatif ici, se dit l'injek. Le radical, c'est hek. Le pluriel, c'est manjek. Le mot, c'est njek. Et je te dis déjà qu'en bassa, njek, c'est le rite ordalique. Ça veut dire que le nom de Mahad, là, se lit njek. Parce qu'en bassa, le njek, c'est un rite, c'est la justice. C'est un rite qu'on pratique pour révéler les voleurs, les menteurs, bref, ceux qui font la zizanie dans les villages. Et ce n'est pas, c'est pas du folklore, c'est la réalité. Donc, quand le Bassa dit Njek, naturellement, il ne sait pas qu'il est dans l'univers de Mahat, mais ce radical est sollicité ici pour ses motifs. Car cette graphique, on lit Mahat, là, le radical Hek sollicité se rapporte directement à la justice, directement dans l'univers Bassa en tous les cas. Mais ici, on te dit que ça veut dire accompagnant, escortant, à côté d'eux. Mais le panache, je te l'ai dit, c'est Linjek en Bassa. D'ailleurs, c'est un nom de famille. Il y a des jeunes amis qui s'appellent Linjek. D'autres s'appellent Manjek. Et tu vas trouver des noms comme ça en égyptien. On a des pharaons. On va dire un pharaon s'appelle Tepmar. On dit que, mais comment il s'appelle Tepmar? Il s'appelle Linjek ou Manjek. C'est des noms que nous connaissons. Ok? Donc, la traduction, c'est accompagnant, escortant. Pourquoi il s'autorise cela? Quand tu prends la langue bassa, tu le comprends tout de suite. En bassa, pour dire l'accompagnateur, on dit mout niega. Niega. C'est une variante de njek. Parce que faut bien être attentif. Le Y devient un J, le hek devient hega. Donc quand tu dis njek en bassa, niega, c'est la même chose. Donc quand tu dis mout niega, c'est l'accompagnateur. Mout, c'est la tête qui débute la graphie. Mout, c'est la tête qui débute la graphie. Ensuite, tu as le thème qui vient après, niega. Mout niega, l'accompagnant, l'accompagnateur. Et le verbe en bassa, c'est hega, qui est hek, qui veut dire accompagner. Ma yega, l'accompagnement. Yega, accompagner quelqu'un. Biyegna, façon d'accompagner quelque chose. Voilà la lecture effective de cette graphie. Donc ce n'est pas tepma, il faut s'en éloigner. C'est mout niega, c'est-à-dire l'accompagnant. Du point de vue des bassas en tous les cas, mais je dis toujours, ce qui est vrai pour les bassas est vrai pour la plupart des langues dites bantou, car le bassa fait partie d'une famille, bien évidemment. Ok,